Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc on se retrouve cette fois-ci voilà, pour parler du sondage qui avait été fait donc dans l'onglet communauté de la page avec les différents types de jeux plateformes que vous avez pu aimer dans les années 90 et même 80. Alors c'est-à-dire que là par exemple on va avoir un listing de jeux variés sur différentes consoles, à savoir par exemple la NES, la Mega Drive, la Super NES, la PC Engine, et également la PlayStation 1 avec des jeux comme les Mega Man, les éditions de Mickey sur différentes consoles, Super NES, et puis également qui sont arrivés très tôt du côté de la NES, même qui ont pratiquement aucun rapport avec les épisodes sur la Mega Drive. Et puis on a également voilà, la série des Donkey Kong Country qui vont carrément, peut-être également pour la plupart d'entre vous, jusqu'à la Wii. Après, bon, je pense que ce qui sort après sur la Switch, on va mettre ça un peu de côté vu que c'est beaucoup plus récent. C'est toujours des consoles actuelles. Mais voilà, on va regarder tout de suite le sondage qui avait été proposé à travers voilà, l'onglet communauté et ce que vous aviez voté. Et on va voir que à travers bien sûr les différents votes, vous aviez plébiscité la série des Castlevania avec le personnage de Belmont qui prend part à l'aventure sur différents jeux de la série. À savoir que c'est vrai qu'après, au niveau plateforme, jeu de réflexion, aventure, dans les Metroidvania façon Symphony of the Night, le jeu a complètement changé par rapport à la première version sur la NES ou le X68000 qu'on a pu avoir. Ce sont des jeux vraiment très très différents, ou même sur le MSX. Ensuite, voilà, 47% tout de même de vote pour cette série-là. Donkey Kong 1, 2 et 3, voilà, que j'avais mis sur Super Nintendo, parce qu'on peut mettre également les éditions Game Boy, c'est pas un souci. Je pense qu'après les gens avaient compris. On se retrouve tout de même avec 21% des votes, ça arrive juste derrière. Là, on est vraiment dans le thème des personnages que vous aimez interpréter dans les jeux de plateforme. Alors j'ai mis une sélection de 4 jeux. Hors Sonic et hors Mario, parce que tout le monde sait que voilà, une fois que vous mettez Sonic ou Mario dans un sondage, ça part très très vite favorablement pour ces deux licences phares de la console. Ensuite, voilà, il y avait la série des illusions, comme on dit sur Mega Drive au Japon, avec le Castle of Illusion. Il y a également Quackshot, qui peut être un spin-off, voilà, Et puis bien sûr, le World of Illusion sur la Mega Drive. Il y a également Land of Illusion sur Master System, qui existe, qui est un jeu totalement différent de la version Mega Drive, encore une fois. Et puis voilà, il y a les Mega Man. Alors les Mega Man, bien sûr sur la Super Famicom, les Magical Chase qui pourraient également rentrer en compte au niveau des personnages, parce qu'au final ce sont les mêmes avec Mickey, Donald et parfois Minnie. À savoir que sur Super Famicom, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de qualité dans ces jeux-là au niveau des licences Disney, avec la série des Magical Chase et le spin-off sur Tokyo Disneyland qui est vraiment très très bon et que très peu de gens connaissent parce qu'il est arrivé au Japon d'une manière un peu, on va dire, obscure pour le public européen surtout, voilà. Ensuite, les Mega Man sur la NES, qui pour moi sont mes préférés. Même si j'en ai terminé aucun, pas de langue de bois sur ce côté-là. Les Megaman sont extrêmement difficiles. Ce sont des jeux qui manquent parfois de checkpoint et de sauvegarde sur certains niveaux difficiles. Et puis pour ce qui est au final, les versions Rockman X sur Super Famicom, ils sont excellents également. Alors on va faire un peu de gameplay sur les différents jeux pour rejouer un peu à ces titres-là par rapport à ce que vous aviez plébiscité dans les votes. Il faut dire que
il y a égalité entre la série des Mickey et Donald et puis de Megaman. Alors je pense qu'également, avec plus de 150 votes sur 2 jours, hein, on va dire, donc voilà, je pense qu'après, ça évoluera pas forcément, peut-être que on se rapprochera plus de Donkey Kong sur la série des Mickey et Donald à un moment donné, mais le fait que les Megaman, voilà, n'aient que 16% et soit légèrement derrière, je pense que c'est par rapport au fait que la communauté est assez ancienne, hein, sur la console NES et ce ne sont pas peut-être des joueurs d'aujourd'hui. C'est un peu ça le petit problème, c'est-à-dire que je pense que ces versions NES sont un peu oubliées aujourd'hui. S'il n'y a pas de réédition sur la Switch et les Rockman X sur Super Famicom, bah, ce sont des très bons jeux. Il n'y a aucun doute. Malheureusement, je trouve qu'on manque. Alors, même si voilà, il y a eu du Mega Man 11 et autres sur la Switch qui sont arrivés, ou des compilations qui ont réédité les jeux, qui sont d'ailleurs des arnaques, faut dire, parce que on vous demande de payer en effet le jeu en magasin avec la boîte, et dedans il y a un code de téléchargement pour la moitié des téléchargements à faire, ou carrément tous les téléchargements à faire. Donc Nintendo et la Switch n'ont pas forcément mis en valeur ces jeux-là, avec ces cartouches qui contenaient pas les jeux en fait. Donc je peux comprendre qu'au final les gens n'aient pas récemment rejoué à ces titres-là, alors qu'on sait que les Magical Chase et puis autres World of Illusion, ce sont toujours des jeux accessibles, même dans le rétro gaming, hein, au niveau des tarifs. Peut-être que parmi les plus chers, vous avez Great Circus sur la version Genesis de la Mega Drive qui est autour de 50 $, qui est un peu cher. Sinon, les Magical Chase, vous les trouvez assez facilement, même en loose, voilà, autour de 10-15 euros. Après, bien sûr, c'est 2 fois plus cher avec la boîte, mais ça reste des jeux facilement accessibles. Les Donkey Kong, c'est pareil. Les Donkey Kong, ce sont des jeux en version Super Famicom japonais, bah, que tu peux trouver pour 20 euros, 25 euros assez facilement. Par contre, en effet, aujourd'hui, au niveau des codes du rétro gaming, les versions pâles, surtout le 3, bah, ça commence à se chiffrer. Alors, les Castlevania, si on parle des Castlevania sur la PC Engine, Rondo of Blood avec la version CD-ROM, voilà, c'est peut-être un des meilleurs au niveau sonore, visuel et expérience de gameplay. Même si il y a beaucoup de gens, faut pas se cacher, hein, qui préfèrent le Castlevania 4, hein, sur la Super NES, qui est le premier de la série sur Super Nintendo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après il y a Vampire Kiss bien sûr qui est derrière. Mais je pense que sincèrement, voilà, les effets de zoom, de rotation, les effets qui ont été apportés au niveau de la profondeur de jeu qui n'existait pas sur des Simon Quest ou des Dracula's Curse sur la NES. Le Castlevania 4 a révolutionné le genre, et ensuite il y a eu Symphony of the Night sur PS1 qui a été, voilà, tout le monde le sait, un très très grand jeu de la console. Même si pour ma part, ce Symphony of the Night, quand il est arrivé, eh bien, on pouvait l'avoir très facilement, hein, en version gravée, hein, comme tout le monde à cette époque-là. Bah, c'est un jeu qui m'intéressait absolument pas, parce que pour nous, hein, on ne cesse de le dire, mais la 2D, en fait, sur la PlayStation 1, c'était terminé. On voulait plus en entendre parler de la 2D, et au final, vous voyez aujourd'hui qu'il y a pas mal de jeux 2D, hein, qui sont très bons sur la PS1. Et d'ailleurs, j'ai été très étonné également de voir sur Nintendo 64 des jeux qui comportent des éléments 2D assez intéressants, et la console était très performante pour faire de la 2D. Malheureusement, ils ont favorisé la 3D beaucoup trop souvent sur ces jeux-là. Et je pense que le Castlevania sur la N64, c'est le premier Castlevania qui partage les avis des lecteurs avec, je pense, des gens qui ont déserté la licence à cause des versions N64. Pour l'époque, je me souviens que, bah, à l'époque, les gens dans les magasins étaient très très mitigés. Le jeu revenait souvent d'occasion. Il repartait, mais il revenait le lendemain directement des fois. Les gens en fait s'attendaient à quelque chose
au-delà en fait de ce qui avait été fait du côté de Zelda mixé avec un Castlevania de la NES. Et le jeu était largement en dessous. Après, il y a toujours l'univers Castlevania, c'est-à-dire que je pense que si tu dis pas que c'est un Castlevania, il n'y a pas forcément moyen de savoir que c'en est un, à cause, je pense, voilà, des ennemis. Hein. Bon, il y a quelques ennemis qui ressemblent à ceux de la NES, mais c'est pas des choses très très marquantes. Les effets 3D sont pas bons, les décors sont vraiment très très moyens. Après, c'est quelque chose d'inhérent à la N64. Pour les éléments 3D au niveau des backgrounds, hein. Mario 64 n'est pas un grand jeu au niveau des détails sur la 3D, au niveau des décors, mais au final le level design est tellement bon que on passe en fait sur les manques en fait de détails à l'image. Pour ce qui est de Castlevania, on était habitué à une architecture assez précise au niveau, par exemple, des salles de bal, des cavernes, des grottes, et puis également des escaliers avec des monstres bien particuliers, assez bien détaillés, un environnement, une atmosphère avec des éclairs, l'orage d'or, la pluie, etc. Enfin, sincèrement, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de très marquant sur la Nintendo 64. Pour ma part, dans voilà, les jeux qu'on a ici, et puis c'est vrai que les personnages que je préfère incarner dans un jeu de plateforme, et que le jeu de plateforme soit bon également, pour ma part, je préfère les World of Illusion. Même si des fois, voilà, mon cœur balance pour Donkey Kong, parce que Donkey Kong sur la Super Nintendo, je pense que c'est un jeu que tu ne peux pas détester. C'est un jeu à la limite où, voilà, tu te dis, je l'ai terminé, je vais peut-être pas le refaire. Et encore, des fois, tu as envie hein, de faire des petits niveaux comme ça pour t'amuser. Mais c'est un jeu qui n'a, pour moi, aucun défaut. Pratiquement aucun défaut hein, par rapport à la capacité de la console. C'est largement au-dessus de ce que pouvait faire la Super Nintendo. Après, bien sûr, il y a des ajouts, etc. Mais la musique, l'environnement, les personnages, l'humour, les décors, la musique et le jeu est, pour moi, on a noté des jeux par la suite hein, sur différents magazines 21 sur 20. Je pense que Donkey Kong, si t'as mis 21 sur 20 à certains autres titres, Donkey Kong il a 25 sur 20 en fait. Hein. Donkey Kong c'est pour moi un jeu qui sublime la console et qui concurrence la console avec la PlayStation 1 et la Saturn à l'époque. C'est pour dire à quel point on n'avait jamais vu ça dans l'histoire du jeu vidéo. Hein, je pense que là, par exemple, Nintendo, quand ils avaient fait la Game Boy n'a pas concurrencé en fait la NES sur le même marché. C'était un marché portable et la console n'était pas plus puissante que la NES. Euh, alors c'est vrai que dans le passé, il y avait également voilà, ce comparatif avec la PC Engine et puis également la NES, qui était avec des technologies vraiment vraiment différentes, parce que quand même la NES, la Famicom, pour les gens qui savent, c'est 83, hein, c'est pas 88 ou 90 comme chez nous on a pu la connaître. Euh, c'est quand même 83 la technologie embarquée, et la PC Engine ça arrive beaucoup plus tard. Alors même si voilà vous avez la Super Graphics en 90 qui est un bijou technologique qui n'a pas été exploité parce que peut-être que voilà les éditeurs avaient déserté la console, hein, tout le monde l'avait vu. Mais en plus de ça, les cartes n'avaient pas assez de capacité hein, pour mettre des gros titres dessus. Et puis on est resté au format cartouche du côté de NES et de Nintendo et de Sega, avec les consoles Mega Drive et Super NES, hein, qui avaient des jeux beaucoup plus longs. Mais le format CD-ROM, c'est ça qu'il faut voir, c'est que le format CD-ROM avec la PC Engine, l'accord duo, vous avez tout de même un Castlevania qui est exceptionnel pour l'époque et qui explose ce qui se fait du côté, par exemple, à l'époque hein, de la NES, bien sûr, et qui rivalise avec ce qui se fait du côté de la Super Nintendo. Alors bien sûr, il n'y a pas le mode 7, il n'y a pas d'effet de rotation, mais ça reste un très bon jeu. Pour ce qui est de Castle of Illusion, c'est clairement
également comme Donkey Kong, un des jeux que tu ne peux pas détester sur la console, c'est impossible. Alors celui-là par contre je pense que pour son époque, ils ont fait un très très bon jeu, sans forcément pousser la console dans les retranchements, où ils auraient pu encore faire des choses... Mais tout ce qu'ils ont fait déjà c'était exceptionnel, et ils ont monté la qualité des jeux de plateforme avec l'ambiance Disney à un tel niveau à cette époque-là, que je pense pas qu'on puisse leur faire de reproches pour quoi que ce soit, comparé à ce qui se faisait voilà, sur d'autres consoles. À savoir que Nintendo était quand même très habitué à avoir ses licences Disney. Et c'était assez surprenant de voir une aventure avec Mickey sur Sega et la Mega Drive. Dans mes souvenirs, bien sûr, la Master System avec quelques jeux qui se rapportaient à l'univers Disney, mais il faudrait revoir ces histoires de droits d'exploitation par rapport à Mickey, etc. Et je pense qu'ils étaient plus proches en fait du côté de Nintendo sur les consoles 8 bits avec la Famicom et la NES. Et puis la Game Boy, hein, bien sûr. Alors également hein, sur les micro-ordinateurs d'époque, au niveau des licences, Disney est pratiquement inexistant des micro-ordinateurs. Avec les grands éditeurs hein, que sont US Gold ou autres Gremlin, etc., etc. Alors bien sûr après Virgin, qui avait fait le Aladdin sur Mega Drive, a fait également des titres sur Amiga, hein, bien sûr, le livre de la jungle, et je crois même qu'Aladdin existe sur Amiga, je crois. Et sur PC, il existe sur PC, hein, Virgin a adapté les jeux par la suite, mais tout ce qui est en rapport avec Mickey, Donald et les aventures par rapport à Disney World ou Disneyland, ça c'était des exclusivités du côté de chez Nintendo. Et World of Illusion également, quand il arrive, au mois de décembre 92, c'est un jeu qui impose également le respect par rapport aux qualités graphiques que propose le jeu. L'environnement sonore. Alors on n'a pas forcément, je trouve, un jeu qui est extrêmement innovant par rapport à ce qu'on a pu connaître sur Castle of Illusion. C'est-à-dire que je pense que Castle of Illusion était plus profond au niveau de l'aventure et de la difficulté. World of Illusion, c'est un jeu où tu te promènes, tu te balades, tu as quelques items et hidden gems à découvrir à travers le jeu, où finalement c'est une promenade, le jeu est pas dur. Tu dois perdre peut-être 3 ou 4 vies la première fois que tu le termines, mais tu ramasses tellement de vie et le jeu est vraiment vraiment simple que même en le mettant au niveau difficile, tu as pas un grand challenge. Alors on sent que voilà, World of Illusion c'est un jeu qui a été fait pour les enfants en bas âge. Et écoutez, moi pour mon expérience, c'est un jeu que j'attendais. Quand il est arrivé, j'ai pu le récupérer assez rapidement la semaine de sortie sur Paris. Dans un Score Games, on était parti, je crois, du côté de... C'était soit du côté de Jussieu, soit du côté de... Je penche plus vers Austerlitz ou Gare Saint-Lazare, quelque chose comme ça. Après, c'est des souvenirs très vagues, mais le jeu a été terminé en une après-midi. Et après, bien sûr, on a découvert que quand tu joues à deux, tu as une autre aventure en plus et un autre challenge. Donc on passait la manette aux frères et sœurs pour faire cette aventure. Mais quand tu le faisais tout seul, tu jouais avec Mickey ou Donald. Et puis tu terminais le jeu de différentes façons, avec les mêmes niveaux, mais avec des chemins différents. Et pour ma part, j'avais trouvé l'aventure de Donald beaucoup plus sympa que celle de Mickey, parce qu'il y avait des secteurs qui étaient, je trouve, plus intéressants au niveau des graphismes que l'aventure de Mickey. Pour des petits détails, à noter d'ailleurs que la mine d'émeraude est superbement réussie sur la Mega Drive, avec des effets de transparence où tu passes derrière les pierres. Ils ont fait ça également sur Great Circus Magical Chase 2, qui est sorti sur Mega Drive et sur Super Famicom.
Et c'est un des plus beaux jeux de la console Mega Drive, le Great Circus Magical Chase 2 sur la Mega Drive avec des effets qu'on n'a jamais vus ailleurs. C'est-à-dire que sur Sonic, on nous a présenté dans le passé des décors avec des chutes d'eau ou d'autres effets de transparence à travers des décors où on passe derrière, etc. Là, ces versions de World of Illusion et Magical Chase 2 sont vraiment exceptionnelles pour la console. Et puis, bon voilà, c'est sûr que quand tu passes ensuite au Mega Man, graphiquement c'est en dessous. On est plus sur de la NES ou de la Super NES, vraiment boosté au niveau des petites animations, des articulations, et puis également les décors qui ont un deuxième plan ou un troisième plan derrière au niveau du scrolling horizontal, ce qui n'était pas le cas sur la NES. Mais l'évolution de Megaman est vraiment constante. Alors peut-être pour ma part, je pense qu'ils en ont fait beaucoup trop. C'est-à-dire que vous en ayez 5 ou 6 sur la NES et que ensuite vous ayez par exemple les versions Super Famicom, le, le, le X789 et puis la version PS1 qui arrive par la suite, et puis le Mega Man 11 hein, sur la Switch, je trouve que les jeux manquent en fait de charisme et d'identité chacun. Il y en a trop qui se ressemblent. Et c'est un jeu vraiment qui est destiné à un public qui est beaucoup plus adulte, malgré les graphismes avec des petits sprites et des grands décors à l'image. Il y a également la version de Rockman adaptée de la NES sur la Mega Drive au Japon, hein, qui sont pas mal, mais ça apporte pas finalement grand chose, mis à part que tu joues sur une 16 bits. Je préfère encore les versions d'origine de la NES. Cela dit, ça reste des très très bons jeux. Donc voilà, on va passer à un peu de gameplay après avoir discuté voilà, de mon avis sur ces titres-là. Et bah écoutez, on va se faire un petit passage de la NES avec Castlevania et sur la Super NES. On va jouer à Donkey Kong Country avec Donkey Kong. On va remettre le premier, le 1, le 94, c'est le meilleur. Et puis on va jouer, je vais vous montrer du coup le premier Castle of Illusion. Et Quackshot d'ailleurs c'est un jeu que j'ai terminé il y a pas si longtemps. Quackshot c'est un jeu que j'avais fini, écoutez, ouais, ça faisait facilement 30 ans que je l'avais pas reterminé. Et j'avais fait un stream en live avec le jeu que je complétais. Et j'ai trouvé l'aventure un peu trop redondante. C'est vrai que le fait de revenir, de repartir à chaque fois et de repasser par exemple sur les toits dans la rue au niveau de Main Street et de retourner en Transylvanie et de revenir au Mexique et tout ça. Il y a des niveaux qui sont vraiment intéressants, mais il y a des niveaux, franchement, t'as pas envie de les refaire, je trouve. Cela dit, les musiques sont très bonnes, les personnages réagissent très bien, le gameplay est vraiment aux petits oignons. Cela dit, voilà, ça reste quand même la série des illusions sur Mega Drive, des jeux destinés vraiment à un public très très jeune. Alors bien sûr, aujourd'hui, voilà, je suis plus la cible hein, de ces jeux-là parce que j'ai passé l'âge, mais ça fait toujours plaisir de rejouer et de les terminer pour se remémorer des souvenirs, hein. Surtout à la fin, quand vous terminez le jeu, vous vous dites ah oui finalement je me souviens que j'avais pas galéré du tout déjà à l'époque et là je galère encore moins parce qu'avec plus d'expérience tu finis le jeu sans pratiquement perdre avec également beaucoup de vie qui te reste au compteur hein, comme le Donkey Kong hein. Donkey Kong c'est un jeu t'es à l'aise hein, comme chez Sonic, voilà. Donc on va passer un peu de gameplay. Allez hop, allez c'est parti pour Donkey Kong. Alors tout le monde connaît bien sûr ce titre à travers la Super Nintendo. Ça reste un des meilleurs jeux hein, de la console, sans souci. Graphiquement, je trouve qu'il est toujours aussi bien réussi. Hein. On sait bien sûr avec quelle machine ils ont pu faire ce genre de performance, nos amis de chez
silicone graphique. Allez, on va commencer le jeu en français. On peut choisir la langue, hein, c'est ça qui est amusant. Bon, après, ça reste quand même des textes pas très très fournis au niveau de l'aventure, hein, pour, euh, pour comprendre ce qui se passe. Au niveau des animations, bah regardez, ça marche extrêmement bien. On est quand même sur une console qui a énormément d'années, à savoir peut-être très peu de jeux sur les mêmes consoles d'origine pouvaient rivaliser. Ça reste quand même des performances assez exceptionnelles pour l'époque. Nous, on attend à l'époque, on attend peut-être d'autres systèmes, hein, que en effet la Super Nintendo pour continuer à jouer sur console de jeu. Et quand tu arrives avec ce Donkey Kong et que tu le montres à tes copains, bah, t'es extrêmement content en effet de frimer avec ce genre de performance sur ta Super Nintendo. Sachant qu'il y a des gens qui ont revendu peut-être la Super NES également un peu trop tôt. C'est peut-être une erreur, hein, de leur part. Et puis il y a des gens en effet qui ont préféré également passer à la 32 bits. Et puis qu'on continue le jeu vidéo, mais pas mal de gens ont arrêté le jeu vidéo après 94 parce qu'ils trouvaient peut-être ça trop puéril, je ne sais pas. Cela dit, on a passé de nous des grands moments à travers ce titre-là. On a été extrêmement satisfait de pouvoir jouer avec des jeux qui, plus la console avançait, plus en fait les jeux étaient beaux. Hein, c'est le cas, voilà, sur cette console-là, on voit les effets de pluie qu'on aurait pu attendre sur un Castlevania mi-2D, mi-3D, hein, sur différentes consoles. Et quand vous voyez ce qui a été fait, par exemple, ici, du côté de la Super NES, c'est exactement ce qui se passe sur la Switch. Quand on nous annonce également, voilà, un remake de Donkey Kong 1, rejouer à Donkey Kong 1, il n'y a pas besoin de faire un remake. Laissez tranquille le jeu est exceptionnel, il est très très bon. On n'a pas besoin d'avoir un remake de ce genre de titre qui a déjà été fait sur la Wii pour ma part, dans des environnements largement plus intéressants. Et moi j'arrive pas toujours à comprendre en effet pourquoi on essaye pas de faire des nouvelles aventures du côté de Nintendo et de laisser un peu ces jeux-là anciens dans les souvenirs de gamers, sans vouloir refaire à chaque fois l'histoire. Je partage par exemple tout à fait l'avis de Edge à travers sa description du problème, à savoir en effet que on comprend pas ce que Nintendo est en train d'essayer de nous faire croire que ce sont des nouveaux jeux. Non, ce ne sont pas des nouveaux jeux, ce sont des jeux qui datent de certaines années déjà, et qu'on n'a pas forcément envie de refaire pour la plupart. C'est-à-dire qu'on a passé des grands moments à travers ces jeux-là, et moi j'ai pas envie de rejouer à Donkey Kong une nouvelle fois et de subventionner ce genre de produit, sachant que la version Super Nintendo est pour moi parfaite, et on n'a pas besoin d'essayer de récupérer une nouvelle fois ce genre de jeu sur un nouveau système. À la limite, qui s'amuse à nous sortir une compilation avec différents jeux, mais qu'ils essayent pas de nous faire croire qu'on va sortir un nouveau jeu dans le futur avec la Switch. Voilà, le genre de texte en français que vous aviez, voilà, c'était assez sympa. Et puis la musique, toujours bonne ambiance. Et puis des décors qui sont en constant mouvement. Les décors ne sont pas fixes. On aurait pu mettre un ciel bleu qui ne bouge pas. Là, le ciel bleu bouge, par exemple, hein. Et il y a plein d'hidden gems à découvrir dans le titre, à savoir des menus secrets, et puis voilà, des très très beaux décors, avec par exemple le train de la mine, voilà, et puis l'animation de différents ennemis qui est vraiment très très bonne. Les serpents, c'est extrêmement bien fait. Il y a une impression de profondeur à chaque fois avec les ennemis à l'écran.
Enfin, je trouve que le jeu est parfaitement réalisé. Et je me souviens encore des parties qu'on faisait qui duraient 2-3 heures pour se taper certains niveaux et trouver bah, toutes les pièces. Parce qu'au final, on avait envie de... Enfin, toutes les pièces, toutes les bananes. On avait envie de récolter à chaque fois tout ce qu'il y avait à l'écran. Et voilà, par exemple, encore une fois, ma façon de jouer que j'ai aujourd'hui, bah, c'est pas du speedrun. J'ai envie, en effet, de récupérer tout ce qu'on voit à l'écran. Ouais, et puis les petits niveaux des tonneaux, c'est quelque chose de vraiment innovant, qui avait jamais été fait dans un jeu à l'époque, hein, voilà. Donc on va passer à un autre titre, les gars, parce qu'on pourrait y jouer des heures à Donkey Kong. Alors là, on va passer à du lourd, à du très lourd. Hein, c'est notre ami, voilà, Castlevania 4 Super Famicom. Alors, il faut savoir que sur la version Super Famicom, vous n'avez pas la censure au niveau des signaux religieux, par exemple. Et bah, ça, par exemple, hein, ce Castlevania 4, si vous l'avez pas sur votre Super Nintendo, Super Famicom, comme j'aime bien dire, hein, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose à la console, parce que avec, par exemple, Donkey Kong ou Zelda, hein, sur la Super NES, c'est que sincèrement vous ne savez pas ce que vous avez entre les mains comme qualité de jeu sur la console. Alors là, on a mis la version PAL, je crois. On va voir si... bien sûr, on joue avec émulateur hein, pour pouvoir faire la vidéo en direct. Mais voilà, tout ce qui est signe religieux sur la version japonaise est là. Ici, sur la version PAL, elles y sont pas. Donc moi, ça m'avait fait toujours sourire de voir une petite chauve-souris comme ça se déplacer à l'écran et bouger à droite à gauche. Je trouvais ça un peu ridicule et amusant. Ça fait penser un peu au Charlot contre Dracula, vous savez, c'est... T'as l'impression de voir des marionnettes qui se déplacent et qui attaquent en fait à droite à gauche. Ben, cela dit, voilà, au niveau de la brume, il y a une petite ambiance. Ça donne envie en fait. Personnellement, alors je vous dis la vérité, hein, quand la Super NES est sortie, je n'avais pas envie de l'acheter. J'étais parfaitement bien avec la Mega Drive que j'ai eu. La Mega Drive, je l'ai pas eu si tôt que ça. Parce que dans mes souvenirs, je crois que je l'ai eu en... Je crois qu'on l'a eu en... J'en avais parlé déjà, j'avais essayé de retrouver la date, mais je crois qu'on l'a en juin ou juillet 92, la Mega Drive. Et ça, oui, je pense que c'est à peu près là, parce que ça correspond à la sortie du pack... Enfin, à peu près à la sortie du pack Street of Rage et Sonic. On avait acheté la console avec les deux manettes, Street of Rage et Sonic, et c'était en été 92, si je me souviens. Hein. Et donc, j'avais la Mega Drive, et j'avais pas l'envie, en fait, d'acheter une Super Nintendo. Après, vous me direz, qui pouvait acheter deux consoles en même temps à l'époque? Personne. C'est pas que c'est impossible, c'est que financièrement, t'as quel âge? T'as 15-16 ans, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te permettre de dire, tiens, je vais prendre deux consoles. Donc la Super NES, je l'ai vue sur... Je l'ai vue chez des potes, en fait. Et on avait joué à Formation Soccer, on avait joué à... Qu'est-ce qu'il avait ouais, F0, et puis... sûrement des jeux comme R-Type, mais j'ai pas forcément grand souvenir. Et puis ce Castlevania. Alors graphiquement, tu vois que il y a une évolution énorme, rien qu'à l'animation. Regardez l'animation du personnage, la tête bouge différemment du corps, les genoux, les articulations, les jambes, les tibias, les avant-bras, tout est bien séparé. Alors derrière, il y a une petite tête de mort façon Jack Sparrow, avec un second plan qui bouge. Déjà, vous voyez les effets de la Super Nintendo, et on s'attend pas que par la suite, on va avoir d'autres effets dans le jeu qui n'existaient pas. Qui sont présents en fait dans l'aventure. Alors peut-être voilà que le personnage réagit pas de façon extrêmement rapide en 50 Hz parce que le jeu n'est pas optimisé en 50. Cela dit, en 60 Hz, premièrement la musique va légèrement plus vite, mais le personnage réagit mieux également.
Alors après, bien sûr, ça reste toujours un très bon jeu, il n'y a pas de problème, hein. Mais il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont souffert au début de la Super NES de leur adaptation en version PAL. Alors, regardez par exemple ici, on a un arrière-plan avec le château qu'on va aller découvrir. Et là, si vous passez au premier plan, en bas de l'écran, bah, vous tombez dans la fosse. Donc il faut en effet rester sur ce plan-là. Et puis, on a rajouté en plus de la destruction des ennemis, des petites flammes. Voilà, ils brûlent en enfer un peu le signal, voilà. Les chauves-souris sont beaucoup moins agressifs que sur la NES, où sur la NES, en fait, elles viennent à 100 à l'heure sur toi, comme les têtes de Medusa, si vous vous souvenez, dans Dracula Curse. Elles sont extrêmement rapides. Là, on a les petites loupiottes hein, sur la chauve-souris, ça fait toujours, vous savez, Disneyland, hein, train fantôme. Mais regardez, la qualité des pierres à l'écran, la qualité également, alors là, faut se baisser, mais la qualité des ennemis, et puis on peut faire bouger, en effet, son fouet. Et puis on a toujours, en effet, les ennemis qu'on peut tuer de différentes manières, en lançant des items, ou alors, voilà, en essayant d'avancer tranquillement. Hop. Voilà, on peut utiliser avec L et R, en fait, différents items qu'on va ramasser. Alors, pour ma part, j'aime bien ce Castlevania-là. Mais ça, je trouve que, pour ma part, le Dracula's Curse, le Dracula Castlevania 3, est vraiment très très bon sur la NES. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste un de mes jeux favoris sur la NES. Et quand j'y joue, en fait, à chaque fois, je vais pratiquement à la fin et ça me donne envie de le terminer tout le temps, en fait. Parce que le gameplay est vraiment parfait pour moi au niveau du plaisir de jeu. C'est un peu comme Ninja Gaiden 3 sur la Famicom, qui est extrêmement intéressant au niveau du gameplay. Beaucoup d'ennemis, pas mal également de choses à l'écran à ramasser, avec des armes différentes. Là, vous avez des petites animations avec des zombies voilà, qui vont sortir de pierre. La lune en fond d'écran, regardez, hein, qui est dissociée de l'arrière-plan. Elle bouge à sa manière. C'est assez bien foutu, je trouve. Et ils ont rajouté ces effets de profondeur. Et la version Rondo of Blood sur la PC Engine est du même gabarit, je trouve. On a une vraie évolution au niveau du plaisir de jeu, et puis on a une vraie évolution au niveau du gameplay. Mais bien sûr, faut y jouer en version 60 Hz. Là, j'ai mis la version 50. Hein, c'est un peu plus nerveux en 60 Hz. Puis bien sûr, vous pouvez découvrir également des petits endroits avec des murs qu'il faut briser pour en effet ramasser des cœurs, des vies, des items. Alors si vous remarquez, le niveau 1 déjà est beaucoup plus long que le premier niveau de la NES où on aurait déjà terminé en fait notre niveau. Alors regardez dans le ciel là, ici on a des graphismes vraiment très détaillés, c'est assez léché. Moi je trouve que ça ressemble pas mal en fait à ce qu'on avait sur Amiga à la même époque, avec des détails assez fins à l'image, mince. Et puis des graphismes très précis. Il y a un niveau de détail qui avait jamais été atteint au niveau des... Alors là il va tomber, il va pas tomber. Sur les autres consoles, parce qu'on n'avait pas une résolution aussi importante à l'image. Mais voilà, ce Castlevania est vraiment intéressant, je trouve, hein, pour les gamers. Et puis, surtout, la barre de vie, si on ne regarde pas comme je jouais là, elle descend finalement assez vite. Là où il y avait une grande tolérance sur la NES, alors bien sûr là j'ai fait un peu n'importe quoi pour... mais on va se terminer ce niveau pour arriver rapidement au boss, allez on va y aller.
C'était couru d'avance. Allez. On avance, on avance. Hop, hop. On a récupéré un peu de vie. Il y a toujours cette atmosphère et cette ambiance un peu sinistre qu'on n'a pas en fait dans d'autres titres, je trouve. Comme le Castlevania N64 hein, qui marque la fin d'une époque en fait, parce qu'on n'a pas réussi à faire le passage en 3D. Et même sur PS2, hein, par la suite, pour ceux qui ont connu la PS2, eh bien, on n'a pas eu, en fait, sur PS2, des jeux vraiment très marquants. Lord of Shadow, il est pas mal, mais bon, ça reste un titre discutable, je trouve, pour les fans. Et regardez, on a 3 plans différents, voire 4, avec le ciel encore derrière. On met vraiment la Super Nintendo en valeur à travers le jeu, les performances, et puis par la suite il y aura des effets de rotation. C'est ça qui est encore mieux, c'est que on pense que déjà on a atteint quelque chose de sympa, mais ça va être encore mieux avec le temps. Hop. Les ennemis sont parfois un peu capricieux. Alors bien sûr, il y a toujours ces planches qui se retournent. On connaît, hein, ah mince. Alors parfois, je trouve ça dommage, c'est-à-dire que le décor également, quand vous êtes à un certain endroit, eh bien vous perdez la stabilité de votre personnage et on vous met dans le vide. Alors qu'au final, vous êtes en fait sur un seul plan et on vous jette dans le vide. Alors que au final, il n'y a aucune raison que votre personnage se mette de côté. Allez. Un peu de poulet. Hein, le fameux poulet de Street of Rage, il est là. Ah, le couteau va bien être utile là. D'ailleurs, rien qu'en faisant une petite partie, bah, ça me donne vraiment envie de jouer à la version sur la console. Où au final on s'amuse... Ah, vous avez vu là? Il m'a pas mis dehors. Vous avez vu le petit glitch qu'on peut avoir? C'est ça que je trouve dommage par moment. Et c'était le cas sur la NES. Hein. Sur la NES, vous aviez ce genre de choses. Où au final, ben, on se faisait punir bêtement. Alors qu'il n'y avait pas forcément de raison. Et puis là, on va arriver... Attention, à notre ami. Allez, on va y aller. Alors le problème, c'est que là, j'aurais pas assez de vie, certainement. On va essayer de s'appliquer, mais bon... Bah finalement, on est presque arrivé. On va attendre de voir. Ah, on devrait y arriver. Allez, on devrait y arriver. Hop là. Ah mince. Le traître. Allez, c'est bon. Vous avez vu, hein, en jouant, en parlant avec vous, avec une petite barre, je suis arrivé quand même, mais j'ai pas fait, comment dire, présence d'une grande jouabilité à travers la partie, hein, pour discuter avec vous. Mais le jeu est assez long, et puis là, les petits effets de zoom et de rotation qu'on peut avoir sur la Super NES, ça fait toujours plaisir. Et puis les niveaux sont plus beaux les uns que les autres, hein, bien sûr, hein, comme tout le monde le sait. Allez, on va passer à un autre titre tout de suite. Allez. Allez, on va rapidement mettre 2 autres jeux, pour pas faire une vidéo forcément trop longue. Et on va mettre le Mega Man 7 sur la Super Nintendo.
Voilà, pour ceux qui ont connu ce titre-là. Alors c'est vrai que au niveau musicalité, il n'y a pas photo avec les petites musiques de la NES qui sont vraiment très très légères. Euh, mais on est dans la suite du 6 hein, de la NES, avec un jeu qui au final prend une introduction avant que le jeu commence. Et ça se faisait beaucoup hein, sur les Megaman, et ça se faisait également sur Sparkster Rocket Knight, pour ceux qui ont connu. Vous avez les petits personnages qui ressemblent à chaque fois à ceux de manga. Au niveau des dessins, j'aime bien. C'est assez bien fait. Et là, quand ce jeu-là est sorti, par contre, il y avait pas mal d'engouement. Parce qu'on n'avait pas vu d'autres Megaman vraiment arriver du côté de la Super Nintendo. Dans le même genre, hein, voilà. Hein. Et c'était un jeu de plateforme bien speed que les joueurs attendaient. Voilà. La petite introduction, la musique qui est boostée à mort par rapport à la version NES. Allez, bonne chance Megaman. Et la musique vraiment entraînante. Hein. Et puis là, il est avec son chien Roll qui va le suivre également. Et on va essayer de combattre Willy, l'ennemi, voilà. Qui va attaquer avec ses robots notre cité. Alors dans ce jeu-là, la jauge de vie, c'est toujours la même. Elle est extrêmement longue, mais vous avez du mal à la remplir une fois que vous perdez de l'énergie. C'est un peu le souci. Alors on peut concentrer également son énergie, hein, comme dans les autres titres. Et puis il y a toujours après ce problème de scrolling qui va amener les ennemis à ne pas apparaître à l'écran et pouvoir se protéger quand ils sont hors écran. Mais au niveau du sprite, regardez la taille du sprite, elle est beaucoup plus grande que sur la NES. Alors là, il faut attendre qu'il sorte de sa carapace. Alors, on peut pas le tuer, à moins on peut pas tirer en l'air, hein. C'est ça le problème, donc on va avancer. Après, ça reste l'introduction du jeu, hein. Faut se souvenir de ça, c'est qu'on n'a pas tous les pouvoirs, on peut pas faire tout ce qu'on veut encore. Donc là, on va concentrer son énergie, puis on va essayer de se le faire. Le problème, c'est que il bouge au niveau de l'écran, donc il va falloir être patient. Après, il se charge pas très vite, hein. C'est ça aussi le problème. Allez hop, on peut également glisser, voilà, j'avais oublié, tout à l'heure je l'ai faite la manip, mais... Allez, on peut également s'accrocher au mur, descendre à différents endroits si on tombe un peu, voilà. Et là on est contre son Némésis, voilà. Il a également son chien qui est avec. C'est vraiment le même genre d'aventure qu'on aurait aimé avoir avec Astro Boy. Sachant que sur Super NES, on a eu... Voilà, après les mots de passe. Les mots de passe, disons que c'est bordélique, c'est mal fait. Et c'est un peu le problème de tous les Megaman, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pas la possibilité, mis à part de regarder un magazine pour le mot de passe, parce que c'est tellement en fait épuisant de noter certaines choses.
que bah, vous y revenez difficilement en fait à chaque fois au jeu. Alors heureusement sur Switch ils sont passés et sur la PS1 la memory card. Donc là il y a toujours l'histoire des mondes avec les différentes météos, le monde des neiges, le monde de l'eau, le monde du feu. Puis des ennemis qui sont vraiment ils sont vraiment chiants les ennemis hein. On peut dire les choses hein. Hop. Donc là on va récupérer un peu d'énergie. Et par contre après les niveaux, regardez au niveau des animations, c'est assez bien fait hein. On voit les jambes qui bougent avec les bras comparé à la NES, toujours pareil. Mais je disais les niveaux sont pas forcément très longs. C'est beaucoup de séquences miniatures dans différents stages pour avancer par la suite hein, sur différents mondes. Après on n'est pas obligé de tout détruire, hein, voilà. Donc on va continuer comme ça, tout petit peu. On va attendre qu'ils se mettent à l'envers. On va glisser. Allez, on glisse. Pas besoin de les détruire. Alors maintenant... Alors ce qui est dommage, on peut pas tirer en diagonale. Moi j'ai toujours été frustré par ça en fait. De pas pouvoir tirer en diagonale, c'est vraiment dommage. Allez, on va récupérer un peu d'énergie. Et c'est comme sur PS1, une fois que vous avez terminé l'introduction, enfin... Le jeu commence vraiment à un moment donné également, hein. C'est un peu plus... Là déjà, le jeu a déjà commencé, mais c'est beaucoup plus nerveux plus on avance dans les niveaux. Alors, il meurt directement quand il touche les pics, là. Par rapport à d'autres jeux où, en effet, c'est un peu plus respectable. Mais voyez, on doit recommencer tout le stage. Bon, écoutez, on va passer au dernier jeu que je voulais vous montrer. Alors, voilà le dernier titre. Avec Castle of Illusion. Alors celui-là, c'est un jeu que j'avais découvert chez la voisine avec la copine d'une de mes sœurs. Et elle avait la chance d'avoir la Mega Drive pratiquement à la sortie. Et puis son père lui ramenait des jeux qui venaient de l'étranger. Et je crois qu'elle avait une version... Elle avait une version de la console asiate ou une version japonaise, je ne sais plus trop. Mais je me souviens que sa boîte était légèrement différente de la version PAL. Elle avait la version japonaise, je crois, la version avec la boîte blanche. Et en effet, c'est... Comme on aime bien dire, hein, c'est la grosse fameuse claque graphique, hein, ce Castle of Illusion, hein, sur la Mega Drive. Alors il faut savoir quand vous mettez en fait difficulté, practice ou normal, il n'y a pas tous les niveaux. Donc il faut mettre difficulté hard, hein, pour la difficulté. Et là vous avez vraiment l'expérience de gameplay parfaite, hein, pour le jeu. Alors tout le monde connaît la petite histoire, voilà. Avec la sorcière Misrabel, je crois qu'elle s'appelle, j'ai cru voir au début là. Et puis on traverse, voilà, différentes portes, hein, pour atteindre l'aventure. Alors que sur Castle of Illusion, tu peux choisir par où tu commences déjà. Alors, je pense avoir configuré la manette à peu près comme il faut, mais bon, c'est juste histoire de... Graphiquement, vous voyez que déjà... Bon, par rapport à Castlevania 4, oui, c'est 2 ans plus tard, en effet, peut-être. Mais la Mega Drive, au niveau des détails, c'est moins beau déjà. Mais c'est déjà assez sympathique. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a pas mal de gens qui arrivent encore une fois à comparer la version Master System et la version Mega Drive. Parce que, au final, il n'y a pas cette différence qu'il y a entre la NES et la Super Nintendo, qui est énorme. Là, sur la Mega Drive, il y a certains jeux, level design, et... alors, bien sûr, j'exagère en disant au niveau des détails, surtout de la musique, hein, mais certains jeux sont pas extrêmement poussés au niveau des détails.
hein, sur la Mega Drive au tout début de la console. Ça va changer par la suite, bien sûr, heureusement. Rien que les animations, regardez au niveau de la corde quand Mickey se déplace, c'est pas extrêmement fluide. C'est pas extrêmement détaillé. Enfin, on va speedrunner le premier niveau. Il faut dire que voilà, dans ce genre de titre, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'agressivité, hein, c'est-à-dire que vous ne tuez pas les ennemis, hein, vous leur sautez dessus avec votre postérieur. C'est un peu la marque de fabrique hein, des Mickey hein, sur la console, et de Quackshot également, qui a la même façon de détruire les ennemis. Il n'y a pas énormément de choses agressives, voire pas du tout. Et puis surtout, on a des ennemis qui sont, voilà, pas des monstres, ce sont des animaux, des champignons ou autres choses vraiment parfois qui restent insignifiantes pour la plupart des gens. Alors cela dit, voilà, on a une aventure assez intéressante. Alors, on va ramasser les émeraudes. Dans les jeux Disney, je sais pas pourquoi, ils ont une tendance à vouloir mettre des émeraudes hein, sur le chemin de tous les héros, hein, que ce soit Jasmine, Aladdin, Donald, Minnie. Il y a ce côté, on ramasse de l'argent, on ramasse du pognon. Parce qu'au final, l'émeraude et les pierres précieuses, hein, c'est en effet de la monnaie tasse. Et ça reste tout de même parfois le code de nos amis de chez Disney, qui aiment bien... alors hop. Ah, il fallait que je me mette dans le trou. Eh bien, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. C'est une séquence... Il y a une autre pomme qui arrive. J'avais oublié que... 2 pommes, allez. Et puis là, on a cette séquence hein, dans l'étoile d'araignée où on a des petits sentiments. Alors, ça, encore une fois, je trouve que la luminosité au niveau de l'image, et c'est exactement le même cas sur World of Illusion, le jeu est beaucoup trop lumineux et trop clair. Il faudrait l'assombrir pour faire ressortir, par exemple, les petites lucioles à certains endroits, ou également l'étoile d'araignée. Regardez World of Illusion, vous verrez de quoi je parle. Rien que l'introduction est beaucoup trop éclairée et lumineuse. Alors on a des petites animations ensuite qui sont vraiment sympathiques au niveau des personnages. Et le jeu est extrêmement détaillé. Cela dit, eh bien tu meurs assez rapidement si tu ne connais pas le stage. Donc à chaque fois, il faut faire le niveau une première fois, mourir et recommencer. Et en général, quand tu connais le jeu par cœur, les endroits où tu peux mourir, eh bien le jeu se fait d'une traite assez facilement. Alors là, bien sûr, j'ai mis niveau hard, donc les ennemis, il y en a beaucoup plus à l'écran. Beaucoup plus d'araignées, beaucoup plus de papillons. Hein, comme je vous ai dit, les papillons, c'est méchant. Mickey, apparemment, c'est pas un écolo, c'est... je ne sais pas. Il déteste la nature, Mickey, au final. Est-ce que c'est pas, finalement, un autre signe du capitalisme qu'on a dans ce jeu Disney? Va savoir. Sachant que Tokyo Disneyland Magical Chase, c'est également la promotion du parc hein, à travers un jeu vidéo, comme les Desert Strike pour la propagande de guerre américaine. Disney a souvent fait des choses comme ça hein, dans ses jeux vidéo. Hein. Donc là, par exemple, je ne sais pas où je vais aller. Je vais sûrement revenir par là, je ne sais pas. Ou attendre qu'une feuille arrive. Est-ce qu'une feuille veut bien venir? Ou alors je saute dans le vide. Eh ben non, je suis passé, très bien. Voilà. Bah écoutez les amis, hein, vous avez vu quelques jeux au niveau des aventuriers sur nos consoles rétro. Attention, la nuit tombe, les fantômes vont arriver. Des fantômes qui sont assez bien foutus, des chauves-souris, des vampires, et encore une fois, des champignons hallucinogènes. Ne touchez pas à la drogue les amis, c'est mal. Voilà. Écoutez, passez une bonne journée, amusez-vous avec vos jeux, et puis je vous dis à bientôt. Salut à tous. Attention, un fantôme.